Bonjour à tous. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Cette citation apocryphe de Pierre de Coubertin, énoncée durant les Jeux de Stockholm en 1912, a été pendant près d'un siècle synonyme d'un état d'esprit propre au jeu où l'union et la fraternité sont au-dessus des récompenses et des étiquettes. Et c'est vrai qu'on a toujours aimé croire que les jeux ont ce pouvoir unique de rassembler le monde entier dans le respect et dans la paix. Dans la réalité, depuis quelques années, ce pouvoir, que certains nomment l'esprit coubertin, s'est affaibli face à des enjeux économiques et géopolitiques qui semblent parfois le dépasser. Et qui nous dépassent nous aussi. Les Jeux olympiques d'hiver de cette année, qui se déroulent dans une ville dont le sommet culmine à 44 mètres, reste un choix qui, pour nous, simples spectateurs, interroge. Ce mépris environnemental assumé, tout comme l'ont été les Jeux de Sotchi en 2014, pourrait amener le grand public à s'interroger sur ce que doivent être les Jeux olympiques, leur rôle et les limites de ce qui est acceptable. Parce que les Jeux ont toujours été le théâtre d'affrontements idéologiques. En 1913, un journal sportif allemand écrivait déjà qu'avec les Jeux de l'ère moderne, les médailles décernées donnaient un aperçu de la hiérarchie des nations. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais notre monde évolue à une telle vitesse qu'on peut se demander comment une institution centenaire qui se revendique gouvernement mondial du sport, qui se veut apolitique, neutre et honnête, va pouvoir continuer à clamer haut et fort que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en géopolitique sportive. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Alors, un mot d'abord sur ce dont je parlais, les Jeux olympiques de Pékin qui viennent de se terminer il y a quelques jours. Est-ce que là, véritablement, on a atteint pour vous la limite de ce qui est acceptable en termes d'organisation, en termes de sécurité, en termes d'environnement, je le disais, parce que j'ai oublié de vous préciser que beaucoup de personnes ont considéré que ces Jeux étaient au centre de désaccords géopolitiques, environnementaux, sécuritaires, et même certains ont même dit génocidaires en faisant allusion aux Ouïghours. On est au bout, là, on ne peut pas faire plus ? Il y a un avant et un après, c'est clair. Un avant Pékin et un avant Beijing et un après Beijing. D'abord, du point de vue géopolitique, c'est la première fois qu'on a une telle mobilisation diplomatique avec un tel récit qui s'impose. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de contrecarrer le récit proposé par Pékin, c'est celui d'une puissance qui s'affirme et qui se veut positive. Là, les États-Unis ont répliqué en accusant la Chine de génocide. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la question environnementale. Je vous coupe juste une seconde. 2008, c'était Pékin aussi ? Ah, c'est pas pareil. Mais on se souvient des problèmes avec la torche, avec la flamme olympique, où tout le monde était mobilisé contre. Il y avait déjà la société dénonçait déjà. Sauf que le positionnement du pouvoir politique chinois était différent. À l'époque, on était sur un pouvoir qui ne se présentait pas comme une puissance aspirant à la domination mondiale et se voulant concurrent direct des États-Unis. On était sur le moment de l'émergence de la puissance chinoise. Il revenait sur le devant de la scène et il le faisait avec, certes, une véritable démonstration de force avec ces jeux, mais ça n'allait pas plus loin. Là, on est sur une Chine qui est arrogante, qui se présente comme détentrice d'une puissance et qui clairement claironne partout qu'en 2049, au moment du centenaire de la République populaire de Chine, ils seront la première puissance mondiale. Elle est là la différence, c'est que Xi Jinping, c'est ce premier dirigeant chinois qui va être capable d'expliquer au monde entier que la Chine est de retour, que sa première place, c'est la première et que les Jeux sont un des éléments de la panoplie pour y parvenir. Comme je le disais en préambule, est-ce que là, la bascule, pour le grand public, véritablement, même pour ceux qui suivent de loin le sport dans sa globalité, est-ce que la bascule, c'est ce mépris justement environnemental ? J'ai en tête les compétitions de freestyle en ski qui se sont déroulées sur une zone industrielle. Alors ça peut être rigolo parce que c'est du freestyle, donc il y a un côté un peu décalé, mais c'est honteux, c'est absolument abominable, ça a choqué le monde. Alors c'est honteux, ça choque le monde et en même temps ça révèle une chose, c'est-à-dire que la Chine avec ses jeux a montré qu'on était capable d'organiser des jeux d'hiver, là où il n'y a pas de neige, qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Et c'est exactement ce qu'ont permis de montrer ces jeux. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, la Chine est capable de s'affranchir de la géographie, elle est capable de s'affranchir du contexte et elle est capable de vous proposer une offre de divertissement à la hauteur des standards internationaux. Et c'est exactement ça. Quand vous êtes capable, à côté d'une centrale nucléaire, de mettre un tremplin pour faire du ski acrobatique, normalement ça passe pas. Et bien là, c'est passé.
Ça a c'est ce choqué que les j'allais gens. dire. Oui. Si on veut, on peut, mais à quel prix, quoi? Sauf que quand on pose la question aux athlètes, à ceux qui skiaient justement, ils vous disent c'est la seule piste qui existe aujourd'hui dans le monde de manière pérenne. Il y en a une autre aux États-Unis, c'est la seule, et le spot est incroyable. Après, ils regardent autour, ils disent bon, effectivement, c'est une zone industrielle, mais fondamentalement, on a eu une expérience de saut absolument incroyable. La neige était meilleure que sur certains sites où la neige est naturelle. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que la Chine a réussi à imposer un discours et a réussi à imposer des conditions d'exercice finalement pour le ski, le biathlon, le ski acrobatique, qui font que ces Jeux ont été une réussite. En termes sportifs. En termes sportifs. Parce que derrière, avec 100% de neige artificielle, ils ont eu un niveau de neige égal partout. Et là, ce que la Chine a réussi à montrer, c'est sa puissance technologique. Le reste, c'est de l'anecdote pour eux. Donc, vous êtes en train de me dire que pour les Chinois, la copie est mieux que l'original. Quand vous êtes incapable d'avoir de la neige naturelle, les Chinois vous ont montré qu'ils étaient capables d'en produire. Et donc, ils font ni plus ni moins ce qui avait déjà été fait à Sochi et puis oui, qui est aussi une honte. à Pyeongchang. Sochi, c'est pire que Pékin en termes environnementaux. Alors en termes environnementaux, déjà, Sochi, ça se passe avant la COP21. C'est-à-dire ce moment où le monde, et notamment la France et puis l'Europe, prennent conscience véritablement du dérèglement climatique. Là, Sochi, on ne s'embarrassait pas de détails. C'est-à-dire qu'on cachait les décharges et on cachait des lieux qui étaient absolument innommables avec des panneaux olympiques. Là, à Pékin, ils assument. Par contre, ils ont mis en place tout un discours aussi pour vous expliquer que c'était des jeux qui étaient écologiquement responsables, que c'était des jeux avec une empreinte carbone proche du zéro. Évidemment, c'est de la com. Mais ils ont aussi mis en avant toute une filière industrielle. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant le fait qu'ils étaient capables d'aller capter le CO2 et de l'enfermer dans le sol. Donc derrière, c'est une démonstration, et je pense que dans les années qui viennent, on le regardera comme ça, c'est une démonstration de force technologique et scientifique des Chinois, avec une gigantesque opération de propagande qui fonctionne. Puisque finalement, ces jeux, on en a parlé au début, puis après, on s'est focalisé sur les médailles, on s'est focalisé sur les compétitions, et aujourd'hui, ces jeux sont terminés. Qu'est-ce qu'on garde? On garde les médailles, on a oublié ce débat-là. Est-ce que je suis halluciné parce que vous êtes en train de me dire c'est tellement évident mais c'est tellement effrayant en même temps qu'on se dit bon bref. Est-ce que on tape là, enfin on critique la Chine, mais est-ce que ce sont eux véritablement les vrais fautifs? Parce que le point commun entre Sochi et Pékin 2022, c'est le CIO. Est-ce que le vrai fautif, ce n'est pas le Comité international olympique dirigé par Thomas Bach, qui est un ancien athlète escrime de l'ancienne Allemagne de l'Est, je crois? Est-ce que c'est pas eux les fautifs? Pourquoi vers eux personne ne les critique? Le CIO et les fédérations internationales ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'elles ne conditionnent jamais l'organisation des événements sportifs internationaux, donc ça vaut aussi bien pour la Coupe du Monde que pour les Jeux Olympiques d'hiver ou d'été, à d'abord des conditions démocratiques. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que la majeure partie des différents événements sportifs aujourd'hui sont focalisés sur des régimes autoritaires, pour pas dire plus. Il n'y a pas de conditionnalité. C'est-à-dire que quel que soit l'état de votre régime, quel que soit le sort que vous réservez à votre population, vous pouvez candidater dès lors que vous avez les moyens de le faire. Alors après, pourquoi? Parce que plus personne n'a les moyens de le faire? Effectivement, et puis surtout, quand vous êtes, c'est ce que Thomas Bach disait et ses prédécesseurs aussi, c'est quand vous êtes reçu par une dictature. L'avantage, c'est que vous savez que les jeux vont se faire correctement et qu'on va aller jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de manifestation de la société civile, vous n'aurez pas une opinion publique qui sera contestataire, vous n'aurez pas finalement des grèves. Oui, non, mais ça s'applique pour tout alors? Oui, mais on est là dans un rapport de force, c'est-à-dire que là où on imagine que les jeux et le sport sont apolitiques, en vérité, pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on se cache simplement les yeux en disant « le sport est apolitique, c'est formidable. Oh, regardez ce que font ces régimes », en oubliant complètement qu'on est face à ce qu'on appelle du sport washing, c'est-à-dire que le sport sert à cacher d'autres finalités, d'autres ambitions, des logiques de puissance, mais aussi un autre discours. C'est pour ça que les régimes autoritaires y vont. Sinon, ils n'auraient aucun intérêt à y aller. Qui peut dire stop à ça? D'abord les sponsors, parce que finalement c'est le payeur, le décideur. Ensuite les diffuseurs, c'est-à-dire que le jour où NBC dit « écoutez les gars, vous êtes mignons, mais il y a un moment donné, on va arrêter de montrer des images de dictature ». Pourquoi NBC, c'est le plus gros diffuseur? Ouais, c'est le plus gros diffuseur, c'est le diffuseur américain et c'est celui qui paye le plus le CIO. Donc à partir du moment où NBC dira « on arrête les frais et on arrête de montrer la propagande chinoise en la mettant en avant », voilà. Ensuite, il y a la société civile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir s'il faut les regarder, ces jeux. S'il faut regarder ces Coupes du Monde. Là, il y a le Qatar qui se profile, mais on est dans cette logique-là. La société civile doit se mobiliser. Et puis il y a une dernière chose, il y a les ONG. C'est-à-dire que les ONG doivent faire pression. Et les CIO, mais ça vaut pour la FIFA, ça vaut pour tous ceux qui organisent des événements sportifs. Tous doivent réfléchir aussi à ce que représente le sport aujourd'hui. Le sport est à l'avant-garde des relations internationales. Et si on n'est pas capable de le moraliser ou à minima de l'encadrer,
Il ne servira que les régimes les plus durs. Non, mais il est à l'avant-garde quand tout va bien. Mais même quand tout va mal. On regarde par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors ça, on le garde parce que c'est vraiment tout frais et ça bouscule un peu notre programme aujourd'hui. On va le garder pour la fin parce qu'en plus, il y a eu des annonces particulières aujourd'hui, on va le garder pour la fin. Vous parliez donc des diffuseurs, des marques et les États. Alors les États, c'est... Parce que le CIO, Thomas Barr, seul maître à bord. Aucune influence de personne, il décide. C'est quoi le budget du CIO annuel ? Ça dépend, on est sur plusieurs milliards d'euros. Après, c'est les budgets sur 4 ans, c'est pour ça que c'est difficile de donner une estimation. En tout cas, ça peut être des budgets plus importants que certains pays. Ils sont en capacité aujourd'hui d'organiser une Olympiade d'été seuls. D'accord. Voilà, donc ils sont en capacité de le financer. C'est pareil pour la FIFA avec la Coupe du Monde. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de voir que Thomas Barr, effectivement, avec la famille olympique, est en capacité de décider seul. Alors maintenant, il y a une procédure de vote qui est plus claire. C'est-à-dire que toutes les fédérations internationales, donc tous les comités olympiques vont voter ensemble, et c'est une règle très simple, un pays, une voix. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Une voix. Mais ça veut dire que la Jamaïque pèse autant que l'Allemagne. D'accord. Ça veut dire que le Burkina Faso va peser autant que la Russie. Ça veut dire aussi que certains pays sont sous influence. C'est compliqué par exemple pour le Belize ou c'est compliqué pour le Népal de se positionner quand on a des voisins aussi puissants que les leurs. Et ben, c'est dans ce cadre-là que finalement les procédures de désignation des pays organisateurs, ces procédures-là, elles ne sont pas claires. Elles sont soumises à de l'influence. Et on l'a vu, et on le reverra. Le choix, par exemple, des États-Unis pour la Coupe du Monde 2026, la Coupe du Monde de football, le choix, finalement aussi, de l'Australie, par exemple, en 2032. C'est ahurissant quand on y réfléchit 35 secondes. Pourquoi ? Parce que celui qui est à la tête de la candidature australienne, c'est un membre du CIO, il est proche, c'est un ancien athlète australien, c'est John Coates. Et John Coates a clairement dealé la candidature australienne avec Thomas Barr. Donc en fait, là, Pierre de Coubertin, comment ça se passe pour lui ? Là, il s'est retourné déjà plusieurs fois dans sa tombe, mais il faut être aussi lucide par rapport à Pierre de Coubertin. C'est-à-dire que lorsqu'il relance les Jeux Olympiques modernes... En 1912, hein. Non, 1896. Ah, 1896. Non, 1912, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Voilà. Non, il annonce en 1912 à Stockholm, oui, c'est ça. Voilà. Quand la première édition a lieu en 1896, on est dans un contexte particulier, parce que déjà là, les relations internationales sont présentes. Il y a des pays qui ne sont pas invités. Et puis, on dit toujours que Coubertin voulait la paix, rapprocher la jeunesse et les peuples par le sport. Mais la réalité aussi, c'est qu'il n'avait jamais oublié la défaite de Sedan en 1870. Et comme tout bon aristocrate français, il pensait à l'Alsace et à la Lorraine. Et il avait compris que si les Allemands avaient gagné en 1870, c'était en grande partie parce qu'on ne faisait pas de gymnastique. Ils étaient plus forts physiquement. Ils étaient plus forts physiquement. Et donc derrière, les Jeux ont servi à ça. Et c'est remettre en condition physique les nations. Exactement. Et c'est là où très rapidement, et même tout de suite, les Jeux Olympiques sont devenus le lieu de l'affrontement géopolitique entre États. Et que les sportifs sont devenus des ambassadeurs en crampons ou des soldats en basket. Est-ce qu'à votre avis, le CIO, il a conscience qu'à partir du moment où les Jeux se déroulent dans un pays démocratique et qu'on accueille des adversaires de pays autocrates, voire dictatoriaux, il a conscience que l'adversaire n'est plus dans la compétition, c'est un ennemi. Donc c'est un terrain d'affrontement, véritablement. Alors, déjà, il y a une règle, c'est que normalement, le sport est apolitique. Donc les athlètes qui arrivent sont certes porteurs des signes de leur pays, mais ils sont juste là pour jouer, pour s'affronter. Après, il y a la question de ce que les États en font. Et les États, là-dessus, vont être capables de faire du storytelling autour, c'est-à-dire raconter une histoire, montrer aussi leur supériorité. C'est pour ça que quand on regarde les budgets américains, par exemple, les budgets russes ou les budgets chinois, ils sont sans commune mesure avec ceux d'autres États. C'est pour ça que vous avez des puissances sportives et d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, le CIO est aussi coincé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus faire abstraction des luttes qui existent. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle la trêve olympique. L'idée, c'est que pendant la durée d'une épreuve olympique, théoriquement, on n'est pas censé s'affronter. Mais on l'a vu là par exemple lors des Jeux de Beijing, interdiction avait été donnée aux Ukrainiens d'échanger avec les Russes et réciproquement. Et le CIO regardait ça en se disant bon, laissons faire. Il avait été demandé aussi aux athlètes américains de ne pas se positionner politiquement par rapport à la question des Ouïghours, donc cette majorité musulmane du Xinjiang, hein, donc du nord-ouest de la Chine, qui est réprimée par le gouvernement chinois. Est-ce que selon vous, parce qu'on est en train de parler de grandes puissances, est-ce que selon vous, les Jeux font toujours autant rêver les sportifs ?
Alors les sportifs, oui, parce que finalement, vous naissez au sport en général par... Ils ne peuvent pas avoir de conscience politique. Alors d'abord, on leur interdit, c'est l'article 50 de la charte olympique. On leur demande d'être neutres politiquement et même religieusement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas normalement la possibilité de s'exprimer. Alors c'est en train de se négocier pour 2024, Paris 2024 et puis pour Los Angeles 2028, parce que c'est une des conditions fondamentales de nos démocraties, la liberté d'expression. On a vu par exemple qu'à Beijing 2022, il avait été clair qu'il était hors de question de se positionner politiquement. Il y a eu un athlète d'ailleurs qui a été exclu, qui voulait... Il y a eu cette volonté-là et les Chinois avaient été clairs, tout athlète qui franchirait la ligne serait purement invité à repartir. Invité à repartir, voilà. C'est joliment dit. Ah mais il faut toujours être poli. Et c'est là où ces jeux-là aujourd'hui deviennent une caisse de résonance. La vraie question, c'est jusqu'où le CIO est capable d'aller. C'est-à-dire quand vous êtes financé par des États qui sont autoritaires, vous avez tendance à respecter leurs règles. La vraie question, c'est est-ce que le CIO aujourd'hui est capable d'assumer ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire porteur de valeurs démocratiques où chacun respecte l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors si je vous pose cette question, c'est parce que notre correspondant au Togo, Nicolas Louya, est allé dans un club d'escrime, est allé voir le directeur de la fédération d'escrime togolaise, est allé voir les athlètes et leur a posé la question de savoir pourquoi faites-vous du sport, êtes-vous toujours émerveillé par ce que représentent les Jeux Olympiques et quelles sont vos ambitions? On regarde et on revient juste après. Gagner une médaille olympique, ce n'est pas facile, surtout nous qui sommes en Afrique, parce que nous ne disposons pas de beaucoup de moyens humains, matériels et financiers pour pouvoir faire des performances et un jour monter sur le podium. Donc déjà, si on arrive à faire qualifier un athlète, c'est déjà un objectif gagné et on verra le reste après. Donc nous pensons que si on arrive à atteindre cet objectif, qui est de qualifier au moins un athlète pour Paris 2024, nous pourrons convaincre nos autorités pour qu'elles puissent mettre beaucoup plus de moyens et qu'on envoie un athlète vraiment à l'étranger pendant 4 ans pour qu'il puisse se préparer dans de bonnes conditions. Là, nous pouvons rêver de monter sur le podium des Jeux olympiques. Pour les entraînements, je m'y mets à fond pour pouvoir avoir la condition physique, la condition technique, puisque ce n'est pas surtout facile sur le plan mondial. Donc, je mets le paquet, je viens souvent aux entraînements et je suis les instructions de mes maîtres. Mon objectif, c'est pouvoir se qualifier pour les Jeux olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Participer seulement n'est pas dans mes projets, mais participer, donner le meilleur de moi-même, prouver que je me suis qualifié et si possible ramener des médailles. Et défendre aussi les couleurs du drapeau togolais. Notre ambition est grande maintenant. C'est pourquoi on s'y met, on travaille chaque jour, on travaille chaque temps pour que les athlètes, quand ils seront partis et ils seront aux Jeux olympiques, de revenir aussi avec une médaille de couleur or pour honorer notre pays, le Togo, et honorer aussi la fédération. Donc, au niveau de la fédération togolaise d'escrime, nous, c'est de pouvoir faire des performances. Nous ne participons pas à des compétitions parce qu'il faut participer, selon Pierre de Coubertin, mais nous participons pour faire des résultats, pour faire des performances, pour monter sur le podium, pour que notre hymne national puisse être retenti sur les toits du monde. Voilà aujourd'hui ce que je peux dire. Au niveau de la fédération togolaise d'escrime, ce n'est pas l'esprit de Pierre de Coubertin qui est recherché, c'est les médailles qui sont recherchées. Oui, alors participer, c'est bien joli, mais on comprend, quand on est un athlète, qu'on s'entraîne tous les jours, on veut gagner. Question toute simple. Le CIO, ils savent que ces clubs existent, que ces jeunes athlètes existent, qu'ils ont envie de participer, on voit qu'ils ont envie, en tout cas, qu'ils sont motivés. Thomas Barr, il est au courant qu'à Lomé, il y a ce club? Alors, je ne pense pas que le club de Lomé, il le connaisse. Par contre, il y a une partie des financements qui sont liés aux Jeux Olympiques qui viennent du CIO. C'est un vrai ruissellement. C'est-à-dire que l'argent des Jeux repart pour plus de 80% vers les fédérations. Après, c'est aux fédérations de faire ruisseler l'argent jusqu'au club. Et c'est peut-être là où se trouve le problème. C'est que l'argent, il y en a. La question, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'argent aussi pour l'Afrique. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes sur le continent de la jeunesse. Vous devriez mettre le paquet. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas besoin d'argent. Ou en tout cas, elle n'a pas besoin autant. Il y a une jeunesse à former. Et en l'occurrence, quand on voit ces valeureux escrimeurs togolais, on peut se poser une vraie question. Pourquoi il n'y a pas davantage de moyens qui leur sont alloués? Alors, là, 2024, tout le monde en parle. Est-ce qu'on peut vraiment... Alors, je l'ai noté, 2024 devrait être les Jeux durables, frugaux, inclusifs. On peut véritablement y croire?
Alors inclusif oui, parce que finalement là c'est quelque chose qui correspond à ce qu'est la société française aujourd'hui. Il y a encore un effort à faire, mais on sera sur une dynamique. Durable. Ça va dépendre de l'héritage, c'est-à-dire ce qu'on va véritablement laisser. Aujourd'hui, sachant qu'on a quand même une grande partie des infrastructures qui existent. Alors oui, c'était plus de 93% des infrastructures qui existaient, sauf qu'on avait prévu de développer aussi la Seine-Saint-Denis et notamment énormément de bassins de natation. Force est de constater que le compte n'y sera pas. La durabilité, on verra. Moi, j'aurais tendance à être critique. Et après, sur la question finalement des jeux frugaux, quand on voit déjà la cérémonie d'ouverture sur la Seine, quand on imagine derrière qu'aucune Olympiade depuis 1976 n'a été capable d'être organisée à moins de 10 milliards d'euros, que là en France on prévoit 7, je reste dubitatif. D'autant qu'il va y avoir des problèmes de sécurité qui vont être là, a fortiori si la situation géopolitique en Europe ne s'améliore pas. Je doute que ça soit aussi frugal qu'espéré. Alors, on va terminer l'émission sur 2 thèmes particuliers. On va vite parler du Qatar 2022. On est d'accord que ce n'est finalement en fait le sport et la géopolitique n'est pas un problème uniquement lié à l'olympisme. C'est à partir du moment de ces grandes réunions sportives mondiales que tout le monde regarde, génère forcément des excès de toutes parts. Là, ce qui se passe au Qatar, c'est quand même assez... Comment on a pu accepter ça maintenant? C'est quoi? Ça a été décidé il y a 8 ans, 10 ans? Décembre 2010, le Qatar obtient, à la surprise générale, devant les États-Unis, la Coupe du Monde, et on sait dans quelles conditions ça a été obtenu. Alors aujourd'hui, c'est plus que des soupçons de corruption. Bon, après, le Qatar a joué sa partition. Hein. Si en face, l'institution est faible, il joue. Aujourd'hui, on va avoir une manifestation qui va permettre, pour la première fois sur la péninsule arabique, finalement, de voir une Coupe du Monde. Maintenant, ça va être dans un contexte particulier, c'est un pays de 3 millions d'habitants, où vous allez avoir 8 stades qui vont être construits ex nihilo. Bon, en plein hiver. En plein hiver, de surcroît, des stades qui seront climatisés. Après, le Qatar est en train de montrer une image de modernité. On ne peut pas lui reprocher, il a les moyens de le faire, qu'il le fasse. Ça se fait au prix de nombreuses vies humaines qui sont gâchées sur les chantiers, ça se fait au prix aussi d'une campagne de communication extrêmement positive, alors que le Qatar est le pays qui a subventionné et qui subventionne encore les frères musulmans et qui a accueilli les talibans sur son sol. Bon, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en Afghanistan, on se dit qu'il y avait peut-être moyen d'être un petit peu plus open-minded, ouvert d'esprit. Ça veut dire quoi de notre société qu'on accepte tout ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement? Non, ça veut dire que l'argent dirige le monde et que ça veut dire que si, à partir du moment où vous êtes puissant et correctement doté, vous êtes en capacité d'imposer vos vues. On est sur un rapport de force, hein, c'est tout. Alors justement, là on en vient, c'était pas prévu, mais on est obligé d'en parler puisque c'est arrivé là, ces dernières 24 heures. Vous parlez d'un rapport de force. En ce moment, la Russie... L'armée de Poutine, de Vladimir Poutine, est en train d'envahir l'Ukraine. On a appris, là, il y a quelques heures, que l'UEFA avait décidé de déplacer la finale de la Coupe de la Ligue des Champions qui devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. Elle va finalement se dérouler à Paris. D'aucuns disent oui, c'est secondaire, c'est effectivement par rapport à des vies ukrainiennes, c'est secondaire, mais ça a quand même son importance et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose parce que le sport est toujours le secteur d'activité où on prend les décisions en premier, parce que c'est récurrent, parce que c'est régulier. Et c'est exactement le seul secteur aujourd'hui où ont eu lieu les premières sanctions contre les intérêts russes. C'est-à-dire que le fait symbolique... Les premières sanctions présentées publiquement, parce qu'après il se passe des trucs donc on n'est pas au courant. Hein. Exactement, mais en l'occurrence là, les premières sanctions symboliques, publiques et médiatiques, elles sont passées par le sport. On l'a vu par exemple avec le club allemand de Schalke 04 qui a enlevé Gazprom de ses tenues, c'est son principal sponsor quand même. On a vu l'UEFA qui a décidé d'enlever l'organisation de la principale manifestation de football de club du monde, la finale de Ligue des Champions, à la Russie. Qui est aussi importante que la Coupe du Monde. Exactement, sachant que Saint-Pétersbourg c'est pas non plus n'importe quoi parce que c'est la ville de Vladimir Poutine et l'attribuer à la France c'est pas non plus une anecdote. Parce qu'il y avait l'Angleterre qui était positionnée, voilà. Je crois. Hein. Wembley et Londres donc s'étaient positionnés, sauf que l'UEFA avait décidé de ne pas de faire de cadeaux aussi à Boris Johnson, qui lui était plutôt favorable à la Super League dans une certaine mesure. Et donc Paris récupère la finale de Ligue des Champions parce que la France est aussi aujourd'hui à la tête de la présidence tournante de l'UE, parce qu'elle est aussi à la tête de la force de réaction rapide de l'OTAN, et qu'aujourd'hui, la France est toujours positionnée dans le sens de l'UEFA. Et puis pour des questions logistiques aussi, c'est beaucoup plus simple d'aller au Stade de France que d'aller à Wembley. Ça peut avoir un véritable impact sur le gouvernement, enfin sur la Russie. C'est quoi? C'est juste... ça écorne l'image? Ça écorne l'image, ça modifie aussi le récit, c'est-à-dire que présenter les Ukrainiens comme des nazis, comme le fait le gouvernement russe, ça peut peut-être fonctionner en Russie ou dans les sphères d'influence russe. Maintenant, enlever la Ligue des Champions
la finale d'un événement qui est attendu par le monde entier, qui va être regardé par le monde entier, c'est aussi rappeler le régime de Vladimir Poutine à la réalité. C'est-à-dire que la France ne peut pas être accusée avec l'UEFA d'être favorable à des intérêts qui seraient contraires aux droits de l'homme. Un dernier mot là pour terminer, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Le sport et l'environnement, les stades sont des gouffres écologiques, comme tous les sports de masse, comme tous les événements de masse. Est-ce qu'il y a des projets pour que les choses changent? Je crois qu'il y a un stade qui est 100% green en Angleterre, mais bon, ça va être l'exception qui confirme la règle. Est-ce qu'il y a des vrais projets ou est-ce que pendant encore de nombreuses dizaines d'années, on va se retrouver avec des stades qui vont consommer énormément d'électricité, qui vont polluer énormément? Il n'y a pas de solution. La vraie question, finalement, c'est pas tant le stade que les déplacements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites se déplacer 80 000 personnes, que vous les concentrez pendant 2 ou 3 heures sur un même endroit et que vous les faites repartir, le bilan carbone, il est catastrophique. La vraie question, c'est la compensation. C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois qu'on a un match, il faut être capable de construire une forêt ou de faire autre chose? C'est plus ça. C'est-à-dire, c'est travailler sur un environnement plus large. Je prends un autre exemple. Quand vous avez des clubs de foot, par exemple, qui prennent l'avion en permanence, parce qu'à un moment donné, la possibilité de prendre le train ne serait pas plus favorable. Ouais, mais si ils veulent pouvoir jouer 3 matchs par semaine à travers le monde, ça va être compliqué. Oui, mais quand ils sont en Europe, sur les championnats nationaux, c'est jouable. Disons que l'idée, c'est de mettre en place des cercles vertueux. Aujourd'hui, le monde du sport en prend conscience très lentement. Là où d'autres secteurs d'activité sont vraiment en train de changer. Maintenant, la préoccupation existe. C'est pas encore gagné, mais c'est mieux qu'hier. Jean-Baptiste Guégan, avant juste de terminer, je crois que vous avez un livre qui sort dans pas longtemps. Oui, j'ai un livre qui s'appelle La République du foot, qui sort chez Amphora. On devrait voir la couverture, parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas encore sorti. Il sort le 31 mars et il revient sur les enjeux finalement du foot pour la campagne présidentielle française, mais aussi pour le reste. C'est-à-dire on revient sur le rapport que Jacques Chirac a eu avec le foot, mais aussi le rapport qu'Emmanuel Macron a avec le foot. Et finalement, on regarde comment le foot sert le politique. C'est aux éditions Amphora. Amphora. Jean-Baptiste Guégan, merci beaucoup. Merci. Nous, c'est terminé pour cette semaine, vous le savez. On se retrouve la semaine prochaine, forcément. Et bien entendu, comme à chaque fois, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.